Aujourd'hui, nous allons parler des provisions. Dans le bilan d'une entreprise, une provision est un élément du passif, un engagement, dont l'échéance ou le montant est incertain. Une entreprise doit passer une provision lorsque un événement passé crée une obligation pour l'entreprise, lorsqu'il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour régler l'obligation, et lorsque le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. Si ces conditions ne sont pas réunies, eh bien, aucune provision ne doit être comptabilisée. La provision permet de constater la perte de valeur d'un actif, c'est-à-dire de mesurer sa dépréciation. Selon les normes comptables internationales, on considère qu'un actif financier est déprécié lorsque sa valeur comptable est supérieure à sa valeur recouvrable. En particulier, cette dépréciation peut résulter de la survenance de certains événements qui ont un impact avéré sur les cash flows futurs de l'actif. Concernant les instruments de dette, les événements pouvant conduire à une dépréciation sont le défaut, le manquement d'une obligation contractuelle sur des flux de remboursement de principal ou d'intérêt, ou bien des difficultés financières jugées significatives de l'emprunteur avant même que des pertes soient constatées. C'est l'International Accounting Standards Board, l'IASB, qui fixe les normes internationales d'information financière, plus connues au sein de la profession comptable et financière sous leur nom anglais d'International Financial Reporting Standards, ou IFRS. Ces normes comptables IFRS sont destinées aux entreprises cotées ou faisant appel à des investisseurs afin d'harmoniser la présentation et la clarté de leurs états financiers. La norme IAS 39 traite spécifiquement de la comptabilisation et de l'évaluation des instruments financiers. Elle repose sur le modèle des pertes encourues, incurred losses, encours douteux, pour la dépréciation des prêts. Ce modèle repose sur l'hypothèse que tous les prêts accordés seront remboursés, excepté si la preuve contraire est apportée en cours de vie du prêt. Ce n'est qu'à ce moment que le prêt est déprécié et la provision passée. À noter que les normes comptables IAS 39 autorisent le provisionnement dit collectif sur la base de pertes encourues mais non encore déclarées, dites incurred but not reported, ou IBNR, en cours non encore douteux. Selon les pays et les établissements, eh bien, ce mode de provisionnement est plus ou moins utilisé, par exemple, pour couvrir les risques sectoriels ou les risques géographiques. Illustrons le mécanisme de provisionnement sur l'exemple simple d'un crédit douteux, un crédit en défaut. Premièrement, il se produit un événement déclencheur. La contrepartie n'honore plus ses engagements, retard de paiement de plus de 90 jours sur capital et ou intérêt, par exemple, sur un ou plusieurs de ces crédits. Deuxièmement, pour chacun des crédits associés à la contrepartie, la banque estime sa perte probable en tenant compte de toutes les garanties qu'elle peut avoir sur les crédits, des possibilités de restructuration de la dette du client, ou bien encore en utilisant ces statistiques internes de perte, provisionnement statistique, ce qu'on appelle le provisionnement statistique. Alors prenons un exemple. Prenons l'exemple d'un crédit à la consommation en défaut, dont le montant restant à rembourser serait de 1 000 €. La banque estime le montant des récupérations qu'elle va effectuer sur ce crédit. Cette estimation se base sur l'exploitation des données historiques de flux de recouvrement par génération d'entrées au recouvrement et par période. Les pertes historiquement constatées ou anticipées sur ce type de crédit, disons, sont de 45% du montant restant dû à la date de défaut. La banque provisionne alors un montant égal à 1000 fois 45%, c'est-à-dire 450 €, qui vient alimenter le coût net du risque. C'est le montant des pertes au titre du risque de crédit sur la période.
La somme des montants provisionnés sur l'ensemble des crédits s'appelle le stock de provision. Si cette estimation varie au cours du temps, remboursement partiel du client ou aggravation de la situation du client par exemple, le montant de provision va varier également à la baisse ou à la hausse. Lors de la clôture du dossier, deux cas peuvent se produire. Les pertes sont supérieures à la provision constituée. Dans ce premier cas, il y a une perte non couverte. Par exemple, la banque a recouvré 300 €. Il y a une perte non couverte de 1000, moins 300, moins 450, c'est-à-dire 250 € qui viendront alimenter le coût du risque. Deuxième cas, la provision est supérieure à la perte finale. Il y a une reprise alors de provision. Par exemple, la banque a recouvré 600 €. La reprise de provision est égale à 450 moins 1000 moins 600, c'est-à-dire 50 € qui viendront diminuer le coût du risque. Les crises des années 2007 à 2012 ont révélé que le processus de provisionnement des actifs financiers était trop tardif, puisqu'il survient, comme le dit la norme IAS 39, que lorsque certains événements se sont déjà produits et de fait, eh bien, les normes IAS 39 auraient contribué à accentuer la crise. L'IASB, dont nous avons déjà parlé, a élaboré de nouvelles normes comptables pour les actifs financiers, normes dites IFRS 9. Le principe est de provisionner tous les encours de crédit sains, et ce, dès l'octroi du prêt. Le montant de provision est alors égal à la perte attendue, appelée expected credit loss par la norme, ou ECL, sur le prêt. En réalité, la norme distingue trois étapes dans le provisionnement. Pour la première étape, pour tous les prêts dont la qualité de crédit ne s'est pas dégradée de manière significative depuis l'octroi, la provision sur les crédits sains est donc égale à l'expected credit loss sur un horizon d'1 an. L'étape 2, dès lors que la qualité de crédit sur le prêt, bien que sain, s'est dégradée de manière significative depuis l'octroi, la provision se calcule sur la base de l'expected credit loss sur toute la durée de vie du prêt. Il en résulte un saut brutal de provision au moment du passage de l'étape 1 à l'étape 2. A noter qu'un prêt dans l'étape 2 aura une provision qui aura tendance à décroître plus que sa durée de vie résiduelle diminue. Enfin, dans l'étape 3, le prêt est en défaut et la provision est encore égale à la perte attendue sur toute la durée de vie résiduelle du prêt. Alors nous attirons l'attention sur le fait que le critère définissant le transfert entre l'étape 1 et l'étape 2 repose sur un niveau de risque relatif entre le risque sur le prêt à la date d'octroi et le risque à la date actuelle. Par exemple, un prêt accordé à un client très risqué est en principe alloué à l'étape 1 et il y restera tant que sa qualité de crédit ne se détériorera pas. En termes plus quantitatifs, le calcul de la provision dans la norme IFRS 9 doit prendre en compte les éléments les plus proches de la réalité économique concernant les encours de crédit et les probabilités de défaut aux différents horizons de temps, ainsi que les taux de perte et les facteurs d'actualisation de l'argent. Ainsi, la perte attendue sur chaque période de temps dans le futur est égale au produit de l'encours tenant compte des tirages potentiels et remboursements anticipés, multiplié par la probabilité de défaut marginal sur la période, multiplié par le taux de perte. En actualisant chacune de ces pertes et en faisant la somme sur un horizon d'1 an dans l'étape 1 et sur toute la durée de vie dans l'étape 2, eh bien on obtient l'expected credit loss. En résumé, qu'avons-nous appris? Tout d'abord, dans la norme actuelle dite IAS 39, une provision spécifique doit être passée sur un prêt lorsqu'un événement s'est produit et qui conduit la banque à penser qu'elle va subir une perte économique quantifiable. Ensuite, cette norme aurait accentué les effets de la crise en reconnaissant les pertes potentielles de manière tardive. Enfin, une nouvelle norme de provisionnement collectif va entrer en vigueur en 2018 et va exiger un provisionnement sur les encours sains. Une provision égale à l'expected credit loss sur 1 an pour les prêts qui ne se sont pas dégradés de manière significative depuis l'octroi, et une provision égale à l'expected credit loss sur toute la durée de vie du prêt pour tous ceux qui se sont dégradés de manière significative depuis l'octroi.